Mais dernière minute de l'actualité, le secrétaire permanent du bureau politique du M23, négociateur principal du M23 au pourparlers de Kampala, appuyé par les hauts cadres du mouvement rebelle et d'autres négociateurs, décide de soutenir résolument la position émise par Kinshasa au sujet des négociations entre gouvernement congolais et rebelles du M23. Ce groupe estime qu'il est temps de sécuriser définitivement l'Est de la RDC, d'aider à la mise en place des structures et les mécanismes convenus lors des pourparlers de Kampala. Contrôle parlementaire, le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguez, a finalement répondu à la question d'actualité initiée par Noël Botakile Dupalou, précisément sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo après la fin de la guerre. Et sur initiative du président de l'Assemblée nationale, les 500 députés devront, dans un bref délai, de contribuer à la hauteur de $1000 américains chacun pour venir en aide à la population victime des affres de guerre. Une proposition adoptée à l'unanimité. Bon, le ministre a été convaincant parce que lui vous montre que, en tout cas, notre armée a bien réussi. Maintenant, c'est la politique qui doit jouer. Au-delà de l'arme, c'est maintenant la politique. Et lui, il dit qu'il faut une réconciliation. Il faut qu'on puisse aller de l'avant et encourager l'armée pour que cette armée continue à assumer sa responsabilité vis-à-vis de la protection de la population tout entière. Nous savons qu'il y a beaucoup qui reste à faire. On ne va pas seulement se pencher sur la question militaire. Il faut aussi voir la police et les services de sécurité. Nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné la guerre, nous pouvons dormir sur notre laurier. Je pense que chaque institution va continuer à fournir à ce ministère tout ce dont il aura besoin pour rendre nos forces armées beaucoup plus efficaces et surtout dissuasives. Et vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjà libéré tous les territoires jadis sous contrôle des rebelles du M23 après avoir chassé l'ennemi de la localité de Kibati. Elles avaient été visitées par le chef d'état-major général de l'armée, Didier Etumba. Ce dernier voulait s'assurer que les dispositifs contenus dans le plan opérationnel initié par le commandant suprême de l'armée étaient bel et bien en place. Il avait aussi affirmé que le moral des troupes était bon. C'était avant l'assaut final sur les derniers territoires occupés par l'ennemi. Arrivé à Goma ce jeudi 3 octobre 2013 du chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Didier Etumba. À l'aéroport de Goma, il a été accueilli par les commandants de la 8e région militaire, le général Baouma. Au Nord Kivu, il dit être venu en visite d'inspection et de commandement, surtout évaluer les niveaux de front. Le commandant suprême m'a demandé de venir en visite d'inspection et de commandement. Et ça, c'est une activité tout à fait normale d'un chef d'état-major général. Aussitôt après, le cortège du numéro 1 des FARDC s'est dirigé vers différentes positions que le M23 a perdues lors des récents affrontements qu'il a déclenchés. Sur ces villages de Mujoga, communément appelés Kovo, qui donnent sur Goma, il a reçu les explications du général Baouma sur les pertes infligées au M23 et ses alliés. C'est ici d'où partaient les obus tirés sur Goma contre les paisibles citoyens, a-t-il dit. De là, il s'est rendu à Kibati sur les sites 3 antennes, qui a constitué un verrou pour le M23. Ici, le M23 recevait facilement l'approvisionnement du Rwanda, ont expliqué les officiers des FARDC qui ont vécu les scénarios. C'est au pied de cette colline où s'est trouvé stationné le camion qui constituait les dépôts de munitions et armes détruits par les FARDC. La dernière étape était la dernière ligne de front des FARDC à Kibumba. Sur place, 3 éléments M23 qui se sont rendus aux FARDC ont été présentés. Il a clôturé cette rencontre par un repas des familles avec les hommes des troupes. Revenons à Kinshasa. Concernant les pourparlers de Kampala, du côté population, les avis divergent. Si certains restent d'accord pour la poursuite des pourparlers, d'autres par contre n'y trouvent plus l'intérêt. Le cas des Kinois dont nos reporters ont essayé d'approcher cet avant-midi. À Kinshasa, la capitale, la vie poursuit son cours normal. On ne parle plus de guerre, mais l'on reste à l'écoute de ce qui se passe à Kampala. Si certains s'interrogent sur la nécessité de poursuivre les discussions avec le mouvement, désormais 2 ex-rebelles battus au combat par l'armée régulière,
Pour moi, le M23, du fait qu'il a été défait par ses positions, le gouvernement ne peut que prendre acte de l'absence d'un interlocuteur à Kampala. Qu'on arrête ces fameuses négociations-là, que la délégation du gouvernement retourne à Kinshasa et les FARDC puissent continuer à faire son travail sur le terrain. Certains gardent l'espoir d'une issue de paix en privilégiant le dialogue. Continuer le pourparlers, bien sûr. On peut toutefois continuer puisque la solution militaire a mis fin à la guerre, bien sûr, mais on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière cette victoire. Marcel Lukombo, mécanicien, bien que dans son quotidien, il arrive à se trouver de quoi subvenir à ce besoin, mais il reste d'avis que seule la paix sur l'ensemble du territoire national peut apporter le développement. Et il insiste, pas d'amnistie pour les ex-rebelles ayant commis de crimes. Kasi problème eza wana dignité ya ba frontière fo ezala ko reprendre bango na buzo basali biso na paso ba monisi biso na ndenge ba bomi batu na biso c'est inutile. C'est le lundi 11 novembre que les deux parties devaient se convenir sur une sortie de crise, mais cela n'a plus eu lieu. Les autorités congolaises souhaitent signer pour une déclaration de cessation des activités de la part des ex-rebelles et non d'un accord de paix comme le souhaite le M23. Ça la déclaration, nous ne savons pas. Et à la primature, les visites de travail continuent et le Premier ministre Matata Ponyo échange avec différentes personnalités nationales et internationales sur l'évolution secteur par secteur en République démocratique du Congo. Tenez, ce mercredi 13 novembre, le chef de l'exécutif national a échangé avec l'administrateur adjoint de l'Agence internationale pour le développement USAID. Ensemble, Matata Ponyo et Linda Etim ont focalisé leur discussion sur le développement du pays, mais également sur la stabilisation de la partie est de la RDC. On écoute la représentante de l'USAID. Ils ont parlé des récents développements dans la situation en République démocratique du Congo. Ils ont parlé des programmes de gouvernement pour la stabilisation de l'Est de la RDC, la croissance économique. Ils ont aussi discuté de la manière que l'USAID peut intervenir pour appuyer les efforts du gouvernement. Bon, l'aide de l'USAID à la République démocratique du Congo est concentrée dans le domaine de la santé et l'éducation, mais maintenant il y a aussi un intérêt dans le domaine de l'énergie et de la croissance économique. Changeons de cap, ouverture ce mercredi à Kinshasa des 3e consultations intergouvernementales germano-congolaises. Une rencontre dont l'objectif est de réunir les deux parties pour réfléchir sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. À la fin des travaux, 3 accords de coopération financière et technique ont été signés. Kinshasa, capitale de la RDC, accueille sur son sol une forte délégation venue de la République fédérale d'Allemagne prendre part à cette rencontre importante. Ainsi, les 3e consultations intergouvernementales germano-congolaises s'ouvrent avec l'idée de croire que la République fédérale accorde un intérêt considérable à la République démocratique du Congo. Une délégation allemande avec à sa tête une dame, Vera Rosendahl, mais ici conduite par l'ambassadeur allemand en République démocratique du Congo. La coopération entre les deux nations ne date pas d'aujourd'hui. Déjà il y a peu, lors de 2e consultation, les deux parties s'étaient engagées à s'investir pour le bénéfice des populations congolaises dans le secteur de la paix et la stabilité, énergie, eau et assainissement, mines, santé, microfinance, environnement et protection des aires protégées. Les échanges de ce jour auront servi aux donateurs d'apprécier les progrès accomplis par les projets, mais aussi de relever les points forts, les contraintes et les points faibles identifiés depuis novembre 2012. Et puis, le ministère de la fonction publique a clôturé ce mercredi les travaux de l'atelier d'harmonisation de la méthodologie des opérations d'identification biométrique des effectifs des secteurs décentralisés durant 3 jours d'échange. Les participants venus des gouvernements provinciaux du Bandundu, du Katanga, du Kasaï occidental et du Sud Kivu ont réfléchi sur le comment arriver à la réussite des opérations qui s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du gouvernement de mettre en place une administration publique réformée au profit de l'appareil étatique. On écoute le ministre Jean-Claude Kibala. Je suis d'abord satisfait que le thème de référence que nous avons défini pour effectuer cette mission de recensement des agents et fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République, ils ont été validés
dans son entièreté. Néanmoins, ils nous ont recommandé, par exemple, de pouvoir produire des documents ici à la base, au niveau de Kinshasa, pour permettre aux agents, aux cadres de commandement en province, de pouvoir mieux déclarer leurs effectifs par embattement. C'est-à-dire le gouverneur de province déclare son directeur, le directeur déclare le chef de division, jusqu'à ce que le chef de bureau aussi déclare ses agents. Il faudrait que ces documents soient préparés à partir d'ici, que ce soit des documents formalisés pour nous permettre d'avancer avec le recensement. Il y a aussi la question du choix des agents commis au recensement, de faire impliquer les gouvernements provinciaux dans le choix de meilleurs candidats. Nous l'avons fait jusque-là, mais il faudrait que ce soit inclus dans le terme de référence, que ce soit une obligation de pouvoir consulter les gouvernements provinciaux dans le choix des agents qui sont commis à ce processus de recensement, mais aussi d'assurer continuellement avec l'appui des provinces le contrôle de ce processus pour éviter exactement l'intégration dans la banque de données au niveau de l'école de données des agents, des personnes qui ne sont pas réellement des agents et fonctionnaires de l'État. Parlons encore réforme dans l'administration publique. Le gouvernement de la République tient inévitablement à la modernisation de l'administration publique pour la rendre plus efficace à travers le projet d'IRC-GAD. C'est dans ce cadre que le comité interministériel de pilotage s'est réuni ce mercredi sous la conduite du ministère du Plan afin d'évaluer et mettre le cap sur 2014. Suivez. C'est dans une atmosphère cordiale que s'est déroulée cette rencontre entre le ministre du Plan et les membres du comité interministériel de pilotage de la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo. Géré par les Sénarec et financé par la Banque mondiale, ce projet d'IRC-GAP aura pour objectif de contribuer au développement d'une administration publique moderne, efficace et performante pour l'instauration d'une culture axée sur le résultat. Nous sommes dans un processus de renforcement des capacités, des fonctions, des bases de l'administration publique. Et ce processus va s'intensifier au cours de l'exercice 2014. Au cours de cette réunion, il était question aussi d'évaluer non seulement les exécutions, mais aussi de réfléchir sur le budget pour l'exercice 2014 qui commence bientôt. Un certain nombre de mesures que nous avons prises, notamment en termes de renforcement des capacités de toutes les cellules de gestion et de passation de marchés publics dans nos différents ministères, dans nos différentes administrations. Nous avons recommandé à ce que ces cellules soient formées, que tous les membres de ces cellules soient formés pour assurer une meilleure passation des marchés et une meilleure consommation du budget de l'État. Ces projets de renforcement des capacités de fonction de base de l'administration publique, dont la coordination est assurée par les Sénarec et s'articulent sur le leadership et la gestion axée sur le résultat, la passation de marché, la gestion des finances publiques ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parlons révolution de la modernité. Sachez que 2 contrats ont été signés mardi entre la RVA et la société canadienne Intelcan. Ils portent sur la réhabilitation de l'aéroport de la Loano et celui de Kisangani. Un autre contrat signé pour la modernisation de l'aéroport international de Goma est intervenu entre la RVA et les Allemands. Pour le premier contrat entre la RVA et Intelcan, il s'agit de la fourniture des matériels d'aide à la navigation aérienne, connu sous le nom de ILS. Montant du contrat, 3 millions de dollars américains. Un financement de la BAD et du gouvernement de la RDC au travers la redevance GOPAS. Mais alors, quelle est l'utilité de ces équipements? Ces équipements revêtent une importance extrêmement élevée en termes d'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne. Je crois que quand vous prenez l'avion, à un certain moment, les pilotes vous disent « nous avons amorcé notre descente ». C'est cette période-là qu'on appelle l'approche. Eh bien, quand le pilote vous dit « nous avons amorcé notre descente », c'est à ce moment-là que les équipements qu'on est en train d'acquérir commencent à être utiles pour le pilote. À travers ce contrat, Intelcan s'engage à fournir les matériels ILS aux aéroports internationaux de la RDC, dont Loano à Lubumbashi et Bangoka à Kisangani. Quant au contrat signé avec ses membres d'une ONG allemande, AgroAction allemande et RVA, c'est l'aéroport de Goma qui est privilégié. L'accord porte sur sa réhabilitation et modernisation, puisqu'une partie est jusqu'à ce jour ensevelie par les laves du volcan suite à l'éruption de 2002.
La charge de son exécution a été